bienvenue sur Europe 1, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien avec vous chers auditeurs, un rendez-vous un peu intime dans lequel on parle de vous et de vos vies. Alors à l'heure où je vous parle, un hôte de marque est en train de fouler le sol de notre beau pays. Il s'agit du Dalai Lama qui donnera ce week-end à Toulouse une série de conférences sur l'art du bonheur, le titre de son dernier ouvrage. Le Dalai Lama affirme que l'humain, peu importe son origine, est fait pour le bonheur. Selon lui, la faculté au bonheur repose sur une discipline intérieure qui permet en premier lieu de reconnaître les facteurs qui mènent à la souffrance et ceux qui mènent au bonheur. Ensuite, il s'agit de tendre à éliminer les facteurs de souffrance et de cultiver ceux qui mènent au bonheur. Dit comme cela, ça paraît tout simple, voire simpliste. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que l'état d'esprit plus que les événements extérieurs détermine bien souvent le bonheur. La sensation d'être heureux ou malheureux dépend ainsi de notre perception de la situation, notre capacité à nous satisfaire de ce que nous avons et à nous adapter. Notre tendance à comparer notre situation présente à celle passée, à se comparer avec les autres, nous empoisonne bien souvent la vie. Le premier pas dans la recherche du bonheur, c'est l'apprentissage, nous dit le Dalai Lama, c'est-à-dire apprendre en quoi les émotions et les comportements négatifs nous sont dommageables et en quoi les émotions positives nous sont salutaires. Si la compassion, la gentillesse et l'affection vous animent, vous communiquez bien plus facilement avec les autres. La chaleur humaine permet l'ouverture. Vous découvrirez que tous les êtres humains sont comme vous tout simplement et il vous est bien plus facile d'instaurer une relation, nous dit le Dalai Lama. Pas si facile cependant, il faut tout de même transformer à la fois le regard que l'on porte sur le monde et sa manière de penser, ce qui n'est pas si simple. Ça demande du temps et l'usage de toutes sortes de stratégies, un conditionnement et de la discipline. Mais bien malin qui peut dire en quoi consiste le bonheur tant il est propre à chacun. Saint Augustin dénombrait 289 opinions différentes sur le bonheur. Ce que l'on peut modestement ce soir tenter là, maintenant dans la libre antenne, c'est de partager ensemble des petits éclats de bonheur. Alors appelez-nous au 39 21 pour nous parler de vous. Assiba et Quentin sont là pour recevoir avec bonheur vos appels. Et Philippe Chartier, notre Fifi, réalise avec le sourire aux lèvres, comme à l'accoutumée, cette émission. N'oubliez pas que si un sujet vous touche, vous pouvez à tout moment réagir et demander à dialoguer en direct avec un auditeur en appelant 39 21. Et puis vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, commençant votre texto par le mot nuit ou envoyez un mail sur le site europe1.fr à la libre antenne à 39 21. J'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Et puis avant d'accueillir Isabelle à l'antenne, on va passer des petits messages personnels, comme dirait la chanson de Françoise Hardy. Alors, un petit message à une maman et à sa fille, une maman de 82 ans qui chaque soir écoute notre émission et sa fille l'écoute elle à 300 km l'une de l'autre. Et donc, voilà, Jeanne nous demande de dire bonsoir à Jeannette de la place de Père. Et ravie de vous avoir avec nous ce soir. Et puis également, je voudrais avoir une petite pensée avec vous ce soir pour des parents, Luc et Anne-Marie, qui ont perdu leurs deux petites filles, Pénélope et Paloma, dans la nuit du 11 août 2008. Et j'étais moi-même à l'antenne avec vous ce soir-là. Et voilà, nous avions tous communié avec eux et au travers de vos échanges. Et je voudrais leur dire qu'on pense bien fort à eux ce soir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Sophie. Wow. Bon, par quoi je commence? Par votre mari. Voilà. C'est toujours difficile de commencer la première. Oui. Bon, la dernière fois que j'avais appelé Caroline, j'avais fini la dernière, donc ça va changer. Je commence la première, mais le problème est tout à fait différent. Mon mari, effectivement, qui a 47 ans, est actuellement en souffrance suite à un burn-out professionnel qui l'a conduit à démissionner de son emploi. C'était fin juin. Et en fait, donc cela faisait quand même plus de 6 mois que je le voyais de plus en plus mal parce qu'il s'investissait énormément, à la fois en temps et en énergie. Mais suite à un changement de direction en début d'année, l'équité entre ce qu'il pouvait donner au travail et recevoir en retour était en déséquilibre total. Et tous les ingrédients étaient là pour qu'il aille droit au burn-out. Donc, consciente qu'il allait effectivement dans le mur, j'ai répondu pour lui à une offre d'emploi. Ça se fait pas, mais bon, je l'ai fait à sa place. Ouais. C'était début juin, et puis bon, il a été sélectionné.
il a quand même, enfin, je veux dire, il est allé à l'entretien. Je l'ai pas non plus tiré par les cheveux. Tu vas à l'entretien, mais bon, il savait que j'étais inquiète pour lui et il arrivait même pas à le faire. Donc, il a donné sa démission avec soulagement dans ce travail qui lui pesait. Il a bénéficié de 15 jours de congé avant d'intégrer la nouvelle entreprise. Or, la veille de prendre son nouveau poste, il n'a pas dormi de la nuit, il a eu des crises d'angoisse, donc le matin il n'a pas pu y aller, il a appelé le nouvel employeur en disant qu'il était malade, sans préciser le motif. Et puis le nouvel employeur l'a très bien pris et ça n'a fait que retarder son entrée. Bon, c'est arrivé 2 matins de suite où il n'a pas pu effectivement y aller, complètement bloqué, paralysé, crise de panique. Et puis bon, la 3e fois, il a quand même pu y aller, dormir, du moins y aller. Mais le problème, c'est quand il est arrivé là-bas, et c'était pire que dans la société qu'il venait de quitter. Aucune intégration. Fallait qu'il soit tout de suite jeté dans le bain sans être accompagné, alors qu'il connaissait pas le métier. Enfin bon, mais là, il s'est dit non, mais j'en peux plus. Là, il a demandé à voir le responsable. Il dit non, mais là, je peux pas supporter ça. Il y a eu quand même une intégration. Vous m'aviez parlé d'une intégration lors de l'entretien, et bon, on lui a dit non, nous on n'a pas le temps, c'est comme ça. Donc il a pris ses petites affaires, il est parti à la fin de la matinée. Ça servait à rien. Il sentait qu'il était incapable de s'accrocher à pire que ce qu'il avait vécu. Donc bon, résultat, il se retrouve inscrit à Pôle emploi, non indemnisé bien sûr, puisqu'il était démissionnaire juste avant. Ah oui, d'accord. Et de l'emploi précédent aussi, il n'y avait pas eu d'indemnité? Non, parce qu'il était démissionnaire. Oui. Comme bon, après, c'est vrai qu'actuellement, on va effectivement entamer une procédure parce que je pense pas qu'on puisse transformer ça en une démission obligée qui pourrait être transformée en licenciement, enfin en forme de licenciement, puisque quand c'est une démission obligée, ça peut être reconsidéré. Mais là, bon, il nous manque des éléments sur la lettre de démission où il aurait fallu signaler effectivement toutes les irrégularités juridiques de l'ancien poste pour pouvoir. C'est un peu compliqué. Donc le résultat, c'est sur confirmation non indemnisée. Bon, le problème, c'est pas tant ça, parce que je dirais que même si on n'est pas propriétaire, on a toujours épargné, parce qu'on a toujours vécu des galères l'un comme l'autre, l'un en même temps ou différemment, mais on a toujours vécu des galères professionnelles tous les deux. Donc c'est surtout que là, il lui est difficile d'envisager de suite de renouveler une aventure professionnelle. Il a oui, il est un peu détruit là. Est-ce qu'il se fait suivre par un psy ou par quelqu'un? Est-ce qu'il se fait aider? Pas pour l'instant. Oui. Pas pour l'instant. L'hypnose, il a déjà fait une séance il y a, je sais plus, 6 mois, et puis il avait abandonné. C'était plus pour c'est quelqu'un de très anxieux. Oui. Donc c'était pour l'anxiété et bon, il a pas renouvelé. Mais là, il est très décidé, pas tant par une psychothérapie, parce que c'est un petit peu long pour lui. C'est difficile, je pense. Mais par contre, l'hypnose, là, il est décidé, parce qu'on a un très bon praticien qui est médecin ostéopathe et qui fait également de l'hypnose. Oui, à lui de trouver ce qui lui convient. Mais vous savez, Isabelle, la souffrance au travail, c'est un vrai sujet de société aujourd'hui, mais surtout ce qu'on sait moins, c'est que ça fait des dégâts énormes dans le sens où ça crée une convalescence beaucoup plus longue qu'on imagine souvent. Parce que dans la souffrance au travail, la personne se suradapte à quelque chose qui lui convient pas pendant très très longtemps, et avant qu'elle atteigne un seuil de douleur ou de dégradation, les dégâts sont déjà en fait à l'intérieur énormes. C'est-à-dire que le cerveau, le corps s'est suradapté à quelque chose d'insupportable. Après, on a mal au ventre quand on arrive au travail. Après, on commence à avoir des sueurs, à aller mal. Et quand le corps commence à manifester, c'est que ça faisait déjà très longtemps que le cerveau, lui, en pouvait plus, et que le ressenti en pouvait plus. Et on voit dans des cas de burn-out, c'est ce que racontent les spécialistes, que si je vous dis par exemple, je sais pas, une période d'1 an, de 6 mois, 2 ans de suradaptation ou de grande souffrance au travail, vous pouvez compter le double pour s'en remettre. Vous voyez ? Ah oui. Ah oui, c'est très très long. C'est pour ça que quand vous me dites il a réenclenché un autre travail derrière, peut-être que la boîte était pas, que l'entreprise était pas si
voilà, si inhospitalière que ça, mais lui en tout cas, il était sûrement pas en état, s'étant pas soigné entre les deux, de reprendre un travail. C'est que lui, il est tellement abîmé qu'il surinterprète, même corporellement, tous les signes qui peuvent de près ou de loin lui rappeler sa situation. Et donc, parce que peut-être que dans ce job-là, s'il avait été bien dans sa peau, voilà, peut-être que finalement, il aurait été moins attentif, vous voyez, aux signes inhospitaliers, parce qu'effectivement, il y en a, hein, mais quelquefois, on arrive à passer outre parce qu'on est bien et qu'on y trouve d'autres, des compensations. Oui, puis on trouve son intérêt, on se dit, c'est pas grave. Bon, l'ambiance n'a pas l'air top, mais je suis intéressée, j'aime bien ce que je fais, j'ai mon salaire. Enfin, après, il y a plein de critères de satisfaction qui rentrent en compte dans le travail. Mais là, lui, il est arrivé dans une entreprise où il était déjà très très mal. Donc, il pouvait difficilement aller bien. C'est clair. Ça, oui, c'est vrai que... Bon. Donc là, il faut vraiment qu'il se fasse prendre en charge et qu'il se soigne. Parce que là, c'est le cas de quelqu'un qui a des choses détruites en lui. Hein. Le burn-out, c'est à prendre très au sérieux. Vraiment. Mais par contre, une psychothérapie, moi-même, je consulte un psychiatre parce que oui, le pauvre, faut dire qu'il a été gâté pour l'année 2011. En février, je suis sortie d'un déni d'inceste suite à un livre qu'avait conseillé Caroline, justement. Comment se débarrasser de l'emprise de ses parents, de Suzanne Forward. Et à la fin du livre, effectivement, je le lisais pas du tout pour ça, mais plutôt pour l'emprise de mes parents négatifs, parents toxiques. Et c'est vrai qu'à la fin du livre, j'ai pris conscience que j'étais dans le déni, parce que j'en étais consciente, mais je pensais pas que ça avait fait autant de dégâts. Et dans mon mal-être que j'avais depuis toujours. Et en fait, je suis sortie du déni. Bon, j'ai été suivie par un psy, une association géniale dans la région où je suis. Et maintenant, j'ai une capacité de résilience incroyable parce que moi, je vais hyper bien. Et ça a mis très peu de temps, C'est extraordinaire. Tant mieux. Alors peut-être par ce biais-là, voilà. Après, il faut que votre mari trouve aussi son chemin et quelqu'un avec qui remonter la pente. Non, mais quand je dis c'est long, mais si vous voulez, il y a un grand temps de suradaptation dans le travail qui fait que voilà, c'est très destructeur. En fait, c'est quand même très destructeur. Oui, j'entends bien en fait dans ce que vous dites. C'est effectivement plus on a lutté entre guillemets. Voilà. Et plus on s'est épuisé. On a passé de temps à se suradapter. Oui, exactement. Le burn-out, vous savez, c'est l'épuisement. Ah ouais, carrément, oui. Oui, c'est l'épuisement de l'individu qui en peut plus, à tous les niveaux en fait, hein, autant physique que moral. Oui, parce que là, c'est vrai que le matin, comme il dit, il se réveille, il pense à son ancien boulot, parce qu'il y a la colère aussi maintenant. Oui, voilà. Il y a la colère, j'ai l'impression que c'est comme des phases de deuil, Oui, vous avez raison, c'est comme il y a le déni, après effectivement... Mais il va falloir retrouver une confiance dans l'organisation en général, dans le fait de pouvoir être ensemble au travail. Il y a plein de choses qu'il a à réadapter parce qu'il y a plein de circuits en lui qui sont très abîmés et qui sont à vif. Donc il peut pas retourner dans un univers professionnel comme ça. Il est forcément complètement bousculé. Là, oui. Et puis c'est pas le travail, si vous voulez, qui va le réparer, qui va le prendre en charge. Même s'il trouve une boîte accueillante, c'est pas, vous comprenez, c'est pas à l'entreprise de réparer quelqu'un qui est pas bien. Oui, c'est vrai. Donc c'est à lui de le faire là. Oui, ouais. Même si c'est bien le cas de l'entreprise précédente dans laquelle il s'est fait détruire, mais Dieu merci, toutes les entreprises ne sont pas comme ça. Moi j'ai connu que l'inverse, donc ça va. Que de la reconnaissance et du bonheur en entreprise. Oui. Donc, vous voyez, voilà, vous êtes un bon exemple pour lui. Là, sur plein de choses, de toute façon, ça fait 30 ans que nous sommes ensemble, mais comme en osmose totale, on aide quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc, mais rarement ensemble, le mal en même temps, ça tombe bien. Ah, c'est bien ça. Mais là, en plus, donc première problématique, vous avez tout à fait bien répondu, et là, je comprends plein de choses. Enfin, du moins, je prends conscience de plein de choses aussi. Et le deuxième problème, c'est comment aussi rassurer ma fille de 18 ans, parce que j'ai deux filles. Celle de 23 ans, ça va. Mon mari et elle ont une discussion ce soir, donc ça tombait bien. Donc, c'est des explications, parce qu'elle ne comprenait pas, elle est née 18 ans. Alors vous vouliez parler de vos filles, justement, par rapport à ça. Parce que celle de 23 ans, attends, papa, on ne quitte pas un travail comme ça, là, tu as donné ta démission, tu commences un nouveau boulot, on ne quitte pas à la
fin de la matinée. Enfin, c'est un peu, faut courber les chines. En même temps, on l'a un peu élevé comme ça. Hein. Oui, alors du coup, elle comprend pas. Ouais. Donc, elle comprend pas. Mais ce soir, ils ont eu une discussion. Elle a super bien compris. Puis, je lui avais envoyé un mail il y a 2 jours pour lui expliquer la situation. Parce que la communication chez nous est très, très importante. Donc, tout est rentré dans l'ordre pour celle de 23 ans. Et elle a très bien compris. Par contre, celle de 18 ans qui est actuellement en vacances, elle entre en école de commerce à la rentrée. Oui. Donc pour elle, c'était déjà difficile de dire que sa mère, en l'occurrence moi, était demandeur d'emploi, parce que je le suis depuis 8 mois, suite à un licenciement technique. Donc c'était déjà dur de dire, parce que c'est la honte, ça fait cas social, comme elle dit, parce qu'à 18 ans, c'est vrai que le regard des autres est très important. Et donc là, carrément, il y en a 2. Là, c'est quelle angoisse. Elle est déjà hyper anxieuse parce que je la fais traiter pour ça, parce que les chats font pas des chiens. Pas dans le climat, je parle, hein, c'est pas génétique, hein, mais elle a vécu quand même beaucoup dans un climat anxiogène. Et pour elle, c'est vrai que elle me demandait encore au téléphone, alors papa, il a postulé, là, il a retrouvé quelque chose, comment lui expliquer ce que vous venez de m'expliquer, quoi. Mais en fait, je pense que c'est une chance pour elle, au moment où elle rentre dans une école de commerce, d'avoir son papa qui vit ça. Parce que on n'est pas des robots. Et son papa, il faut qu'elle comprenne qu'il n'est pas un robot, sa maman non plus, que la vie professionnelle est longue et que la fragilité, c'est aussi ce qui nous rend beaucoup plus humains. Et là, votre mari, en renonçant à ce poste, il s'est respecté. Il faut qu'elle comprenne qu'à un moment donné, quand c'est trop, et qu'on n'en peut plus, et qu'on est blessé, qu'on s'est blessé, mais comme on se blesserait physiquement, hein, on se casse quelque chose ou on a une maladie, ben on part se faire soigner, on part en convalescence, on part s'occuper de soi. Mais il a été blessé, comme dans un accident, on va dire, et il faut qu'elle comprenne qu'il a besoin de se réparer et que c'est pas la honte, au contraire, c'est ça qui nous rend plus forts les uns les autres quand on est capable de regarder plus faible. Les fragilités, c'est ce qui nous ouvre à notre humanité parce qu'on les a tous. Alors elle, effectivement, elle est en train de se construire, donc elle est dans la compétition des écoles de commerce et elle doit compter sur ses forces, mais c'est de son âge. Voilà, et ça vous pouvez lui dire que toi tu sois là-dedans, c'est très bien et bravo et continue comme ça, mais tu réalises avec tes parents que la vie peut être semée d'embûches, même si on te le souhaite pas, on ne souhaite pas les mêmes, etc. Mais que tu puisses t'ouvrir aussi au fait que, que soit dans la vie professionnelle ou dans la vie affective, quelquefois on rencontre des échecs et savoir les vivre, savoir les regarder en face, c'est une grande force et qu'elle peut beaucoup apprendre de la fragilité de son papa sans la juger. Il faut lui apprendre à pas juger ça, mais à rester ouvert. Il faut qu'elle s'ouvre à quelque chose. Mais c'est normal, hein, les jeunes, et quand on est jeune, on est plus conformiste, moins tolérant. C'est vrai, non, mais c'est tout vrai, ça vient avec l'âge. Hein, mais, Et c'est normal qu'on soit comme ça parce qu'on a besoin d'un cadre de croyances très fort pour bien démarrer dans la vie. Donc ça aide, c'est pas pour rien que les jeunes sont comme ça. Ah d'accord. Bah oui, parce que s'ils commencent à être un peu plus flottants, ils ont plus de mal à enclencher les vitesses pour rouler dans la vie. Oui, c'est vrai que quand on s'appuie sur ses croyances à cet âge-là, du moins. Oui, à cet âge-là, exactement. Oui, c'est vrai que ça nous fait un cadre et ça nous construit. Oui, donc ils sont forcément plus intolérants. Mais le rôle aussi des parents et des adultes autour d'eux, c'est de leur montrer les ombres et les lumières de la vie, et aussi les ombres, et de leur apprendre à les ouvrir à la tolérance. C'est ce qu'ils ont le plus de mal à faire à leur âge. C'est pourtant, moi, grâce au fait que je sois allée dans le mur, parce que j'ai un peu vécu, mais pas à ce point-là, ce que mon mari a vécu, plus, mais juste une fois, mais pas à ce point-là, loin de... Et puis plus ma sortie de déni, depuis ça, mais je me dis, j'ai eu cette chance d'aller dans le mur, parce que depuis, mais je ne fais que progresser sur l'écoute de l'autre. Et ça, vous lui avez dit, vous en avez parlé à vos filles, ça? Non, c'est vrai, vous avez raison. Ce serait bien de lui dire, tu sais, moi aussi, sans entrer dans le détail, mais moi aussi, j'ai vécu des moments très douloureux et j'en suis sortie plus forte. Alors, vous savez, c'est la fameuse phrase de Nietzsche, hein, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Voilà. Oui. Mais c'est pas mal pour un jeune qui démarre dans la vie de comprendre ça et puis surtout d'avoir beaucoup
qu'elle développe un peu d'empathie envers son papa et que c'est pas la honte. C'est pas la honte parce que c'est malheureusement le cas de beaucoup de Français, d'Européens, d'Américains, que c'est des accidents de la vie qui arrivent plus souvent qu'on ne croit, que elle a sûrement autour d'elle, là vous êtes un couple par exemple qui est ensemble depuis 30 ans et qui s'entend bien, elle doit avoir autour d'elle des amis dont les parents sont divorcés, donc qui vivent aussi des situations douloureuses et délicates dans un autre domaine. Alors ça, on va dire, c'est moins honteux parce que la société le valide bizarrement d'ailleurs. C'est ce que j'allais vous dire en même temps. Mais l'emploi, c'est honteux comme si c'était de sa faute. Mais c'est pas toujours de sa faute quand on perd son emploi. Oui, et quelquefois, on arrive aujourd'hui, le monde du travail est excessivement violent et difficile. En même temps, il y a aussi cette problématique qui se pose, c'est qu'elle n'est entourée que d'enfants dont les parents ont d'excellentes professions. Oui. Et donc, elle voit, elle navigue dans cet univers-là. Oui, donc elle touche la honte, elle touche quelque chose qui ressemble à de la honte. Complètement. Oui. C'est toujours vis-à-vis de... Oui, mais oui, parce qu'ils sont dans le regard de l'autre à cet âge-là. Et qu'ils parlent beaucoup et que chacun existe aussi par son environnement. Oui. Ses attributs, ses vêtements, là où il vit, ce que font ses parents. Donc il se dégage une fierté. Mais en tant que parent, il ne faut pas vous laisser entraîner là-dedans parce que il faut qu'elle apprenne. Il faut qu'elle regarde autrement les choses. Et qu'elle n'a pas à avoir honte de ses parents. Vous faites ce que vous pouvez, vous faites face à quelque chose. Demain, des parents de ses amis peuvent avoir, quelque chose de terrible auquel faire face également. Mm-hmm. Ouais. Donc il faut qu'elle entende ça et qu'elle entende quelque chose sur la fragilité. C'est important. Sans la fragiliser elle-même, c'est pas l'objectif. Non, ce fera pas le cas, mais qu'elle comprenne que un être humain c'est pas un robot qui fonctionne à pile et que ça marche tout le temps. Et donc, alors, si elle est capable, parce que c'est une gamine, c'est pas parce que c'est la nôtre, mais qui est extrêmement mature, peut-être trop des fois, et en fait, et si elle comprend ça, est-ce qu'elle arrivera à dire mes parents sont demandeurs d'emploi tous les deux, ou est-ce que vaut mieux au pire, si elle le vit mal et qu'elle n'arrive pas à l'intégrer. Elle n'est pas obligée de le dire. Oui. Elle est pas. Enfin, on lui demande sur des papiers quand elle remplit, c'est ça. Oui, je pense que ce sera demandé. Enfin, il y en a déjà eu de remplis, où il y avait la profession à l'époque, mais bon, peut-être qu'il y en aura d'autres à la rentrée à remplir. Parce qu'elle rentre en classe prépa là, c'est ça. Non, c'est une école de commerce en 3 ans. En 3 ans. C'est ce qu'on appelle un bachelor. Ouais, enfin, vous savez, c'est dans les fiches de renseignement. Et puis si elle est gênée par rapport à des amis, elle peut se faire un peu plus discrète. C'est à elle de gérer aussi la situation comme elle le sent par rapport à elle-même. C'est à elle de se débrouiller avec cette situation. D'accord. Sans que vous ayez à lui dire ce qu'elle doit faire. Elle doit faire comme elle est au plus juste avec elle-même. Si elle a besoin de le cacher, qu'elle le cache. Vous avez des jeunes qui, l'autre jour, on avait un jeune à l'antenne qui avait pas trop de relations amoureuses et qui était gêné par rapport à ses copains. Et je lui disais, on n'est pas obligé de le dire, ça. Il faut garder son jardin secret. Et les jeunes doivent apprendre assez tôt à avoir aussi leur petit jardin. S'il y a des petites choses avec lesquelles on n'est pas très à l'aise, dans la vie, c'est bon de se protéger en les gardant. On a tous notre petit jardin. Oui, c'est vrai que oui, mais nous on communique tellement qu'on n'a pas effectivement cette notion de jardin secret. Non, mais quand je dis évidemment le sein de la famille, bien sûr, c'est extra que vous ayez cette liberté de parole. Ça, c'est formidable parce que vous êtes entre vous et il y a de l'amour, il y a de la confiance, donc il n'y a pas de jugement. Ah, c'est clair, ouais. Voilà, mais quand on est à l'extérieur, on est moins proche des autres. Oui, c'est vrai. Donc là, on n'est pas un jardin tout ouvert. Non, c'est vrai. Et là, il faut savoir mettre les protections qui vont bien pour nous-mêmes, pas vis-à-vis de l'autre. C'est pas rentrer dans la parano en disant je dis pas ça, parce que c'est faire comme on se sent au mieux à l'extérieur. Donc on n'est pas obligé de tout dire si le tout dire nous met tout nu. On se promène pas tout nu dans la rue. Oui, non, c'est vrai. Donc on se promène pas tout nu chez nos amis. D'accord. Oui. On peut se promener tout nu en famille, par contre. Oui, c'est vrai. Non, mais je prends une image pour vous. Ah, mais complètement. Moi, je suis une visuelle, donc ça me parle bien, les métaphores comme ça. Oui, très bien. Très, très bien. Ce qui n'empêche pas une amitié très profonde ou des relations très importantes. Oui,
c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais c'est important de choisir, qu'elle choisisse ce qu'elle a envie de dire. On a tous ça à faire dans notre vie. C'est ça. On choisit, parce que quand même, on est un peu tous fait pareil, c'est-à-dire qu'on croit ce que l'autre vous raconte de lui. Donc, quand vous parlez avec une amie et qu'elle vous raconte sa vie, vous croyez ce qu'elle vous dit. C'est vrai. Vous n'allez pas vous demander si ce qu'elle vous dit est vrai ou pas. Pas du tout. Non. Bon, alors à part évidemment les mythos, alors c'est encore autre chose. Oui. Mais on va évacuer tous les cas pathologiques. Mais sinon, cette amie, elle va vous raconter ce qui est bon là où elle se sent bien. Puis le jour où elle sera un peu plus en confiance avec vous, elle commencera à raconter plus de choses plus intimes parce qu'elle sentira qu'elle peut vous faire confiance. Et puis petit à petit, ça avance comme ça. Donc on confie pas tout aux mêmes personnes. Oui. On est des petits puzzles et puis nos relations sont une mosaïque qui nous constitue. D'accord. Donc en fait, oui, tout est basé en fait sur, dans tout ce que vous me dites là, Sophie, c'est faire confiance en la capacité de ma fille à gérer ça à l'extérieur avec ses amis. Oui, exactement. En deuxième étape, la première étant de faire et en lui comprendre. disant tous les sentiments dans lesquels tu te sens pas bien, tu peux aussi nous les confier. On a une famille où on discute, donc que tu te sentes mal à l'aise, que tu aies des sentiments de honte, la rassurer, lui dire que c'est ok, c'est normal. Lui donner le droit de le ressentir, mais pas lui donner le droit de vous juger, ce qui est pas tout à fait la même chose. Oui, elle ressent ce qu'elle veut, parce que bien sûr, elle peut pas s'empêcher, et c'est tout à fait naturel et humain, mais elle n'a pas à vous juger, parce que là, il y a une leçon de vie à lui donner sur la fragilité de l'être humain. Et ça va l'aider parce qu'elle rencontrera le jour où elle rencontrera quelqu'un qui réussira pas, comment elle juge je sais pas, quelqu'un qu'elle voit dans la rue ou un sans-abri, hein, quel regard elle porte. C'est pareil, hein. C'est quelqu'un qui peut avoir une vie et qui a rencontré un accident dans lequel il n'a pas réussi à remonter et il n'a pas à être jugé pour autant. C'est vrai, mais j'ai pas l'impression qu'elle juge trop les autres. Mais par contre, elle se sent toujours jugée. Enfin, elle se soucie énormément du regard. Mais oui, mais ça, c'est de son âge. Ça, là, vous y pouvez rien. 18 ans, ils sont tous comme ça. Ils existent comme ça. Ils sont encore pas faits. C'est encore un peu. Il reste beaucoup d'enfants dans une jeune personne de 18 ans. Donc c'est ce qui commence à les porter là, c'est l'extérieur. Ils sont en pleine croissance intérieure. C'est-à-dire que la croissance physique est finie. Et puis maintenant, il y a toute la croissance intérieure qui est en train de se faire. Donc elle se fait en captant de façon immense tous les signaux à l'extérieur. D'accord. C'est comme le papa est un peu comme ça, toujours un petit peu. Faut pas faire ça parce que qu'est-ce que les autres vont penser. Je me disais c'est peut-être. Elle a peut-être pris effectivement ça par mimétisme. Mais je suis rassurée quand vous me dites que c'est aussi une question d'âge, donc rien n'est perdu, entre guillemets. Non, rien n'est perdu. Il y a Denise qui dit, de toute façon, chômeur n'est pas une profession, donc sans mentir, elle peut indiquer vos métiers. C'est vrai que c'est une bonne idée. Ah oui, très bien. Parce que vous avez un métier. Elle peut indiquer des métiers. C'est une très bonne idée, je trouve. Très très bonne, oui, c'est vrai. C'est qu'un statut, entre guillemets, c'est qu'un statut, exactement, c'est une parenthèse. Mais vous avez chacun un métier, elle peut mettre vos métiers. Tout à fait. Exactement. Ça, c'est très positif. Complètement. Ah oui, complètement. Ça, c'est... Merci, Denise. Voilà, merci à Denise. Bon, Isabelle, bon courage à vous. Merci, et merci Sophie. de nous avoir appelés. Moi, je suis super heureuse de vous avoir en ligne parce que, je veux pas passer un coup de brosse à reluire, mais voilà, je suis en phase avec tellement de choses que vous dites ou des conseils, waouh, je vous admire beaucoup. C'est sympa. Donc, je vous souhaite de retrouver du travail avec votre mari, en tout cas. Merci. Bon courage à vous. Au revoir. Au revoir, Isabelle. Au revoir. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. You and Me, Milo
Coco. Et puis avant d'accueillir un nouvel auditeur, on fait un petit coucou à Coco qui nous embrasse et qui, j'espère, va mieux ce soir. Et puis également, si vous nous écoutez encore, Isabelle, c'est voilà, il y a Michel qui vous dit que votre fille n'a pas de scrupules à avoir, qu'il a été dans la même situation que votre fille. Et quand on fait une école de commerce, ça prouve une énergie, une combativité. Donc le fait que ses parents soient sans emploi ne pourra que l'aider. On doit la vérité à ses enfants, certes, mais pas forcément la transparence. Voilà. Et puis encore un petit texto là que je vous lis. On parlait de bonheur au début de l'émission. Alors, il y a le Suriquette qui nous dit que son bonheur, c'est de se lever aux côtés de son Fabien, de récolter une bise de sa chienne Flash et de penser à sa vie avec un bon café. Je trouve que c'est une bonne formule du bonheur. Merci pour votre message. Monique, vous êtes là ? Oui, bonjour oui. Sophie. Bonsoir Monique. Oui, alors moi je suis un petit peu, enfin ça me tracasse un peu parce que je suis maman d'une petite fille qui a 9 ans et demi. Oui. Et alors ma fille ne veut plus s'en occuper. Voilà ce qu'elle m'a dit exactement, elle ne veut plus s'en occuper. Oui, mais... Alors moi, oui. Pardon ? Oui, dites-moi. Oui, alors moi je l'ai prise 8 jours. Et effectivement, ma petite fille m'a dit maman ne veut plus s'occuper de moi. Et enfin, elle dispute toujours après elle s'énerve pour un rien. Voilà ce qu'elle m'a dit, elle s'énerve toujours. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et ce qui me fait peur, c'est que ma petite fille me dit j'ai failli partir l'autre jour avec mon vélo et mes bagages. Oh là là. Si tu vas pas partir comme ça. Ben non. Elle dit, je lui aurais dit, je vais voir les copines et je serai partie parce que je n'en peux plus. Et est-ce que la maman a un peu expliqué à la petite fille ce qui se passait ou à vous pour pas laisser comme ça cette petite fille avec une maman qui dit, parce que c'est un peu violent, est-ce que la maman a des problèmes qu'elle a pu dire à sa fille ou vous dire à vous pour... Les problèmes de ma fille, c'est-à-dire les problèmes de ma fille, c'est-à-dire elle s'est fait opérer le 12 avril parce que pour perte de poids, parce qu'elle était très très forte. Oui. Et elle a arrêté, il a fallu qu'elle arrête un peu avant de fumer. Donc, elle ne fume plus. Alors, moi, j'attribue ça un peu à ça. Si tous les gens qui arrêtent de fumer voulaient plus s'occuper de leurs enfants, vous imaginez. Oui, je sais pas. Quand même, oui. Ouais. Et elle a perdu 30 kilos, mais bon, il faut qu'elle en perde autant. Hein. Ça, c'était nécessaire, c'est vrai. Mais enfin, alors elle est revenue chercher ma petite fille. Oui. Et dans la voiture, moi, elle me dit, je m'en vais en Alsace. Je dis, tu t'en vas en Alsace avec avec ma petite fille, quoi. Enfin, vous dire, elle déménage, elle change de région ? Non, elle rentre chez elle. Elle s'en va, non, elle est pas en Alsace, elle allait voir une amie, elle est en Loire-Atlantique, et elle me dit, je m'en vais voir une amie en Alsace. Et je dis, et alors tu fais quoi de ma petite fille, tu l'emmènes ? Ah non, elle reste avec son compagnon, puisqu'elle est divorcée, ça fait 4 ans. Elle reste avec son compagnon. Elle reste. Mais elle vous a demandé de vous occuper de... Et justement, mais non. Qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, je dis à ma petite fille, je dis à ce moment-là, tu restes là. Comme elle était dans la voiture, je dis, tu restes ici. Elle me dit non, parce que son compagnon, il avait sa petite fille il l'avait pour 3 semaines là. Alors elle dit non, je vais m'amuser avec c'est la fille de son compagnon. Alors elle a voulu retourner, donc ma petite fille, j'ai pas pu la garder. Alors moi je suis allée voir quand même à la maison là chez ma petite fille là, puisque ma fille était partie donc en Alsace. Je suis allée voir comment ça se passait. Mais je comprends pas, elle a laissé les 2 petites filles toutes seules ? Voilà, avec son compagnon. Voilà, et moi... avec son compagnon ? Oui, voilà. Oui. Voilà. Enfin, moi, Mais ça veut pas dire... Elle a dit, je veux plus... Là, c'est parce qu'elle prend des vacances. Elle a besoin d'être seule avec une amie, mais elle n'a pas dit... Oui. Elle n'a pas dit qu'elle voulait plus être avec sa fille.
Ah ben moi, elle m'a dit, moi je ne veux plus m'en occuper, moi. Mais là, ces jours-ci, parce qu'elle a besoin de repos ou... Peut-être. Bah oui, peut-être. Oui, mais alors Monique... Je ne sais pas. Oui, moi, mais il faudrait... Parce que peut-être que vous avez pris au vol une phrase dite dans un moment où elle disait, bah voilà, j'ai besoin de partir. Vous voyez, parce que là, enfin, elle a une bonne relation avec sa fille, elle s'en occupait bien jusqu'à présent. Jusqu'à maintenant, oui, mais là, depuis un certain temps, même ma petite fille, elle me le dit, depuis un certain temps, elle s'énerve toujours. Voilà. Oui, mais bon, peut-être qu'elle est un peu irascible parce qu'elle vient de traverser des périodes un peu compliquées pour elle. Voilà, avoir une modification comme ça de son corps, bon, c'est pas facile mais ça peut être une période. Peut-être que, je sais pas quelle relation vous avez avec votre fille, Monique. Bah, pas très bien. Ah bah oui, c'est ce que je comprends. Ah oui. Mais là, pour moi, je suis dépassée qu'elle est partie sans sa fille. Je suis dépassée parce que moi, je ne suis ça jamais vous choque. partie sans ma oui, fille. Bah voilà, je suis jamais oui. partie sans ma fille. Je n'aurais jamais laissé ma fille. Oui, Monique, c'est qu'en fait vous êtes choquée. Quand même. D'accord. C'est pas un étranger, non. Ma petite fille connaît très bien son ami, c'est vrai. Mais enfin, je ne suis jamais partie avec ma fille. Ça, je ne peux. Je suis quand même un homme. Alors, je suis allée voir là. Bon, tout se passait bien, tout allait bien, tout se passait bien. Et puis aujourd'hui, j'ai téléphoné. Enfin, je téléphone assez souvent. Et aujourd'hui, j'ai téléphoné. Bon, elle avait l'air de. Bon, tout se passait bien. Bon. Mais moi, ce qui me fait peur, enfin bon, peut-être que je me fais des idées, j'ai peur qu'elle ne revienne pas, enfin je ne sais pas. Normalement, elle va revenir. Mais voyez, Monique, quand vous dites peut-être je me fais des idées, pardonnez-moi, c'est un petit peu le sentiment que vous me donnez, dans le sens où, mais en même temps, souvent c'est normal, mais vous avez été une certaine mère, et quand une fille est une mère différente de soi, on a du mal à accepter parce que on se dit ah ben moi vous voyez une espèce de rivalité mère-fille qui s'instaure, un peu inconsciente, hein, et qui est qu'on juge malgré soi, hein, c'est pas mal intentionné de votre part, mais qui se dit bon bah moi jamais j'aurais fait ça, je l'aurais pas laissé. Mais il y a des changements de génération, des changements de société qui font qu'aujourd'hui si la petite fille est heureuse de rester avec l'amie qui est la fille du compagnon de votre fille, voilà. Oui, bah alors elle est peut-être mieux là avec cet enfant du même âge que chez l'amie en Alsace à qui elle a rien à dire, et en même temps la maman elle prend soin d'elle parce qu'elle prend le temps de se réparer. C'est mieux que la maman soit pas là si elle sent qu'elle est de mauvais poil en ce moment. La mère du coup est mieux. Vous voyez, votre fille est mieux chez son amie en Alsace parce qu'elle va prendre le temps d'aller mieux, de prendre du recul, de parler avec son amie, ce qui va peut-être l'aider. Et puis pendant ce temps-là, sa petite fille s'amuse avec l'autre petite fille. Je comprends que les choses puissent vous choquer en tant que, voyez, modèle de génération où effectivement, à votre époque, c'est pas des choses qu'on voyait forcément. Mais bon, là, il faut que vous puissiez regarder la situation à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Et ce qui est bon quand même dans cette relation-là. Là, votre fille, elle aurait embarqué sa fille. Si elle est pas bien en ce moment dans sa peau, c'est mieux qu'elle soit seule, hein, et c'est mieux que la petite fille s'amuse avec son autre amie. Oui, d'accord. Mais moi, elle m'a dit, mais avant de partir, tout ça, c'était avant de partir, hein, bien avant, enfin pas tellement, peut-être 8 jours avant, 8-15 jours avant, oui, qu'elle en avait parlé déjà à son avocat, pour Océane, pour soit la placer, qu'elle n'en pouvait plus. Alors, elle n'est pas à ce point-là, ma petite fille, elle n'est pas à ce point-là. Moi, je l'ai eue, on était à la piscine, on a tout ça. Non, c'est faux. C'est-à-dire, faut être ferme, c'est tout. Mais c'est faux, elle n'est pas à ce point-là, ça c'est faux. Voilà ce qu'elle m'a dit. Alors c'est ça qui me fait peur quand même. Moi. Oui, je comprends. Et qu'est-ce que vous lui avez dit à votre fille quand elle vous a dit ça? Je dis, ne fais jamais ça. Parce que ça, moi, je ne vais pas laisser ça de là. Bah oui. Qu'elle ne fait ça, je ne vais. Mais elle a un compagnon et vous dites les deux petites filles s'entendent bien? Où est le problème? Et les compagnons, justement, moi, ma petite fille, lui, je lui ai demandé, je dis, vous s'entendez plus? Je lui ai posé la question carrément. Il dit si, mais bon, elle est un peu énervée. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz. Soit partie, ils sont contents qu'elle soit partie, que c'est plus calme. Mais j'ai l'impression que
Oui, ça va peut-être qu'elle va prendre du recul, et quand elle revient, ce serait bien que vous ayez une bonne conversation avec elle, Monique, que vous reveniez là-dessus. Sûr, c'est important. Sûr, parce que je peux vous dire que quand elle va venir à la maison, ça je peux vous dire que ça va pas être attention, ça va être clair et net. Moi, parce que je suis comme non, mais vous avez raison, il faut protéger votre petite fille. Si c'est le cas, là, vous voyez, j'ai pas toutes les informations. Moi, j'ai essayé de lire la situation comme vous me l'avez décrite. Si maintenant il y a d'autres éléments qui peuvent paraître inquiétants, il faut que vous soyez un petit peu en alerte, oui. Oui, parce que j'ai l'impression, pour qu'elle en parle à son avocat, l'avocate et tout, ou alors elle a quelque chose derrière la tête. Je me demande est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'elle va trouver par là-bas avec son ami, on ne sait pas. Mais pourquoi elle a un avocat, Monique? Parce que justement, comme elle est divorcée, et là, tout allait très bien pendant un moment avec son ex-mari. Ma petite fille voyait son père, tout ça, et là maintenant, la voilà qui cherche un peu des poux dans la tête. Querelle à l'ex-mari? Des poux dans la tête, ma fille, à son ex-mari, que elle veut plus qu'il voit sa fille. Elle veut plus qu'il couche le soir chez lui. Il doit le voir. Et Monique, vous pensez que l'opération qu'a subie votre fille a pu modifier son caractère ou sa personnalité, parce que sa personnalité. Oui. Et maintenant, elle envoie elle a. Elle envoie balader un peu tout le monde, ses amis, je vois... Vous pourriez pas lui dire d'aller voir quelqu'un, de la mettre face à elle un peu? C'est-à-dire, il n'y a rien à lui dire. C'est-à-dire, elle est suivie justement par une diététicienne, mais avant son opération, elle a vu quelqu'un, elle a été suivie avant l'opération pour savoir si elle était bien dans sa tête, quoi. Hein. Elle a été suivie. Oui. Mais là, maintenant, elle a juste la diététicienne. Le docteur, moi, je lui en ai parlé. Je dis, êtes-vous au courant que ma fille est partie en Alsace et tout? Il dit non. Il dit, moi, non. Il est pas au courant. Rien. Oui, écoutez, Monique, c'est peut-être bien que vous montiez un peu au créneau et que vous soyez en alerte là-dessus. Et que vous soyez un peu vigilante, parce que visiblement il faut tirer ça au clair. Alors n'hésitez pas à poser les bonnes questions, vous faites pas trop d'idées, essayez de creuser. Vraiment, le conseil que je vous donne, de creuser la réalité pour pas vous plaquer ce que vous pensez avant d'avoir la réponse, vous voyez. Ça va vous aider à moins juger, mais à prendre les bonnes décisions, parce que vous aurez la réalité. Faut que vous essayiez vraiment de savoir, comme vous dites, ce qu'elle a derrière la tête, mais ce qui se passe, les décisions qu'elle prend. Voilà, lâchez pas, Monique. Ouais. Oui, parce que là, je pense, si elle revient d'Alsace, son ami me dit aussi, elle va revenir, je l'espère. Et je vais voir là comment ça va se passer, je ne sais pas. On va bien voir, parce que là, moi, de toute façon, ça, je ne laisserai pas faire pour ma petite fille. C'est inadmissible. Ça, elle n'a qu'une fille, hein. Elle n'est pas... Bon. Ouais. Écoutez, Monique, bon courage à vous. Et puis, effectivement, lâchez pas, soyez très, très vigilante et bien ancrée dans la réalité, hein, Monique, d'accord? Au revoir, Monique. Au revoir, Monique. Europe 1, Sophie Peters. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Le bonheur, Archimède, c'est une bien jolie chanson qui allait bien avec l'introduction et les propos sur le bonheur. Voilà. Jean-Claude, vous êtes là? Oui. Oui, bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Alors Jean-Claude, vous vouliez nous parler de votre ami? Oui, tout à fait. Oui. Bon, alors je résume très rapidement, hein, pour pas embêter tout le monde. Bon, je vais avoir bientôt 60 ans. Mon ami, on a vécu 8 ans ensemble, et elle a deux mois de moins que moi, donc c'est pas grand-chose. Et
On a vécu 8 ans merveilleux. Et à un moment, elle a eu un problème de santé. Bon, elle a eu un premier cancer à la gorge, alors qu'elle ne buvait pas. Elle ne fumait pas. Moi, je suis fumeur. Oui. Donc, j'ai mis ça sur mon compte. Et les cancérologues lui ont dit non, ça n'a rien à voir. Ouais. Bon, alors, elle a eu une première chimiothérapie. Et là, elle n'a pas voulu me voir. Elle ne voulait pas que j'aille la voir à l'hôpital parce qu'elle avait perdu ses cheveux. Elle avait... elle se retrouvait plus comme une femme, quoi. Ouais. Et ensuite, j'attendais, qu'elle ait un appel, un signe de... qu'elle avait encore de l'estime pour moi, puisqu'elle m'avait dit tu as été l'homme de ma vie, enfin, tu es l'homme de ma vie. Et le dernier appel que j'ai eu, elle me dit, j'ai maintenant un cancer du sein, on va me faire l'ablation et deuxième chimiothérapie. Ouais. Et voilà, donc, si vous voulez, ma détresse, c'est de me dire... qu'est-ce que j'aurais pu faire? Oui, c'est terrible de ne pas pouvoir aider quelqu'un qu'on aime et qu'elle ne se laisse pas aider par vous. Elle ne voulait pas de moi. Ouais. Elle s'est fait aider par des amis. Et, vous lui avez demandé pourquoi elle ne voulait pas de votre aide alors que vous lui proposiez? Est-ce qu'elle l'a formulé? Je lui ai demandé, elle ne m'a pas donné de réponse. Elle m'a dit, Jean-Claude, je ne veux pas que tu me vois comme ça. Oui, ça, c'est terrible. Oui, c'est terrible pour vous, mais peut-être que elle, c'est sa dignité de femme qui est en jeu. Elle a mis votre relation, voyez, de séduction et d'amour, dans une partie d'elle, et elle se sent sans doute tellement diminuée qu'elle n'est pas à l'aise. Elle a peur de vous voir. C'est pas contre vous, c'est pour elle. Oui, mais moi, je n'ai pas peur de l'avoir. Oui, au contraire. Oui, mais elle a peur. Oui, bien oui, je comprends. Mais elle, c'est elle qui y arrive pas, si vous voulez. C'est elle qui est pas bien avec le fait de vous voir. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Vous lui avez dit que vous l'attendiez. Là, vous en êtes où? C'est-à-dire qu'elle en est où? Elle est en phase de guérison. Elle est encore en soins. Elle donne plus du tout de nouvelles non plus? Plus du tout. Ah oui. Ah oui, parce que qu'elle veuille pas vous se montrer, c'est une chose, mais là, elle vous donne aucune nouvelle. Et vous aviez des amis communs si vous avez passé 10 ans ensemble. Vous parlez des amis, voilà. Est-ce qu'il y a des amis qui peuvent jouer les passerelles? Les amis qu'on avait, ils sont tous partis chacun de leur côté, chacun a vécu sa vie. Mais non, j'ai plus d'amis. Moi, j'ai plus de famille. Je suis le dernier garçon. Oui. Et il n'y a plus personne dans ma vie. Là, par exemple, ça fait quoi? 2 ans que vous l'avez pas vu, c'est ça? 3 ans. 3 ans. Et aucune nouvelle depuis 3 ans? Si, la dernière fois que je l'ai vue, c'est quand elle m'a annoncé son deuxième cancer. C'était cancer du sein. Et encore de la chimiothérapie. Alors moi, je voudrais savoir, est-ce que... je me suis un peu informé. On m'a dit que la chimio, ça démolissait psychologiquement et que, du coup, les gens qui étaient touchés par ça, ils avaient un comportement psychologique. Non, pas toujours. Non, c'est très dur à vivre parce que physiquement, c'est très éprouvant et que c'est la maladie qui choque les individus. Mais ça ne veut pas dire que tout d'un coup on veut tout couper. Enfin, vous voyez, ça... Non, je ne pense pas que c'est irrémédiable. Oui. Mais je pense pas. Est-ce que vous lui écrivez? Est-ce que vous avez un moyen de maintenir le... Enfin, est-ce que vous continuez à tenter des choses ou vous êtes renfermé et puis vous êtes paniqué, vous tentez plus rien? Vous êtes comment par rapport à elle en ce moment? Non, si vous voulez, moi je respecte son choix. Oui. Elle veut plus que... Elle m'avait dit la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, à son deuxième cancer, elle m'a dit, je veux plus entendre parler de toi. Ouh. Donc je respecte, si vous voulez, c'est une volonté. Et dans ces cas-là, vous lui avez pas dit, mais parce que là, vous voyez, on passe un cran par rapport à je veux pas que tu me vois. Là, maintenant, elle dit, je veux plus entendre parler de toi, comme si elle avait tout d'un coup
elle coupe très violemment le lien. Oui, mais c'est ça que je comprends. Bah oui, bien sûr. Bah oui, parce que c'est pas évident, hein. Sachez, madame, que ce n'est pas évident du tout. Bah je comprends, c'est même terrible parce que c'est très violent. Vous savez, la chose la pire dans une relation, c'est le silence. Il n'y a rien de plus violent que le silence. Le silence que vous impose l'autre sans vouloir vous dire pourquoi, comment, parce que vous tournez en rond comme un lion en cage. Voilà. Voilà, c'est ce qui m'arrive. Ben oui, parce que vous imaginez tout, puisque vous n'avez pas les paroles. Est-ce que ce serait possible? Parce que je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Ben oui, que j'ai pas fait, bien sûr, ça rend fou, oui. Non, mais je comprends bien ce que vous vivez, Jean-Claude. Non, je dis fou en riant, mais vous savez, c'est l'image, c'est l'expression. Et Jean-Claude, est-ce que vous pourriez, vous savez où elle habite, enfin, lui écrire une lettre en lui disant un peu tout ce que vous me dites, en me disant, bon, j'ai accepté que tu veuilles pas me voir et je l'ai respecté. Je suis dans le silence, mais j'ai besoin au moins pour me sentir bien et me rassurer que tu m'en parles et que tu me dises pourquoi. Il me faut une réponse. Vous savez, bon, là, j'ai commencé sur mon ordinateur à écrire un petit roman, bon, qui va faire pas mal de pages sur tout ce qu'on a vécu. Oui. Et Jean-Claude, vous savez, je suis désolée de vous interrompre, c'est qu'on a le journal maintenant, mais je vous reprends après. Je veux pas vous quitter comme ça, brutalement, et vous laisser dans le silence. Donc je vous reprends après le journal de minuit. On se retrouve. Il n'y a rien de brutal, je vais écouter le journal. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. À tout de suite. Sur Europe 1, on se retrouve encore pendant 1 heure de direct dans la libre antenne. Si vous avez envie de partager avec nous ce que vous vivez, ce que vous éprouvez, je vous invite à composer le 3921 où vous serez accueillis ce soir par Assiba et Quentin. Vous pouvez aussi réagir à tout moment par Internet sur le site d'Europe 1 ou par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Et puis, vous le savez, dans cette libre antenne, chacun peut appeler parce qu'il se trouve un moment de sa vie où il se pose des questions. Je compte sur vous et sur vos appels 39 21. Et puis avant de poursuivre la discussion avec Jean-Claude, un grand merci à Mimi et à Mylène pour leur gentil message. Jean-Claude, vous êtes là ? Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Alors, Jean-Claude, on parlait donc juste avant le journal de votre ami qui a subi coup sur coup de cancer et qui a souhaité couper les ponts avec vous au moment de sa première intervention et donc de votre solitude et incompréhension actuelle devant cette situation. On essayait de voir ensemble comment vous aider. La question que je me posais pendant le journal, là, Jean-Claude, c'est est-ce que vos relations avec elle avant le déclenchement de la maladie, votre couple allait bien ou est-ce qu'il y avait des tensions? Comment ça se passait entre vous? Écoutez, bon, à l'âge qu'on a, bon, il y a un moment dans sa ménopause, bon, elle devenait, elle a mal vécu la ménopause et donc du coup on a pris chacun, moi je suis resté chez moi, elle a pris un appartement à Vers, sur Marne, et puis voilà, mais on continuait à se voir. Ah d'accord, donc avant elle avait déjà souhaité prendre de la distance, avant sa maladie. Non, c'est surtout moi, parce que bon, elle devenait difficile à vivre. À vivre. Oui, parce que bon, il y a, bon, peut-être le jour où j'aurai l'andropause, peut-être je serai insupportable
Pour l'instant, je suis pas encore Alzheimer mais peut-être je deviendrai associable mais en même temps, Jean-Claude, et je reçois des SMS vous concernant, ce qui force l'admiration, c'est que souvent dans les cas et on en parlait avec Fifi hors antenne pendant le journal, souvent dans les cas de maladies comme ça graves d'un conjoint, en général, l'autre a plus envie de prendre les jambes à son cou que d'aider. Alors vous, voilà, je disais, vous êtes assez exemplaire puisque c'est l'inverse. Vous dites, mais moi, je voulais être là, je voulais la soutenir. Oui. Est-ce que Jean-Claude, est-ce que c'est bien, envoyer de l'écouter, là je reçois un petit texto qui dit envoyez-lui des mots tous les jours s'il le faut. Il y a Annie qui dit envoyez-lui de petits mots doux pleins d'amour pour la rassurer, elle pense sûrement à vous. Il y a également Kiwi qui dit, vous savez, si elle veut pas vous voir, c'est parce qu'elle vous aime, essayez d'insister avec douceur. Un autre SMS encore qui... Vous savez, moi, la douceur, je ne suis envahi que de ça. Oui. Alors, mais est-ce que vous tentez, vous voyez là, je reçois encore un autre SMS, faites-lui savoir votre intérêt pour elle par écrit, un écrit qui ne demandera rien mais qui dira votre tristesse, votre compréhension, qui dira votre infaillible amour. Et puis Léa dit, j'ai le même problème avec mon ami dépressif, son éloignement est lié à sa volonté de vous protéger, rejet car peur de votre amour. Peut-être. Écoutez, j'ai un petit projet là. Je vais lui faire vous parliez de votre roman, de l'histoire. Je vais lui faire un petit courrier que je mettrai dans sa boîte aux lettres. Oui. Mais j'irai acheter le parfum qu'elle aimait. Oui. Qui s'appelle Habit Rouge de chez Guerlain. Oui, c'est un parfum d'homme ça. Ah oui. Je parfumerai un mouchoir simplement. Et dans l'enveloppe, je mettrai un petit mot sympathique. Et en espérant qu'elle comprendra le message et qu'elle comprendra que même à 60 ans bientôt, on peut encore aimer, bien évidemment. Oui, et puis que vous avez envie de l'aider, de l'accompagner sur son chemin. Et vous parliez, juste avant le journal aussi, du projet, vous étiez en train d'écrire votre histoire à tous les deux, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui. Et ça... J'ai commencé, c'est un petit roman qui va durer un bout de temps. Je l'ai commencé sur ordinateur, ça s'appelle « Elle et moi ». Oui. Et je ne citerai pas son prénom, je ne citerai pas mon prénom, ce sera « Elle ». Et moi. Et moi. C'est-à-dire à chaque fois, dans toutes les phrases, je dirais « Elle » et « lui ». Ouais. Lui était comme ça, elle était comme ça. Dites-lui peut-être que vous travaillez à ce projet aussi, dans le petit mot que vous comptez mettre dans sa boîte aux lettres. Pour lui montrer à quel point c'est important pour vous, que vous avez envie de continuer. Oui, parce que... Il faut peut-être la provoquer. Parce que finalement, vous avez beaucoup respecté ce qu'elle vous demandait. Et on dit souvent, femmes varient. Alors les femmes, quelquefois, on est un peu ambivalente. On dit non, je veux pas, mais en fait, je veux. Ou quand le non veut dire oui, ou inversement. Alors peut-être que voilà. Et vous avez respecté à la lettre ce qu'elle vous a dit, mais peut-être que si, avec tout l'amour qu'on sent que vous avez pour elle, vous montrez, votre présence, ça va être difficile de résister là, quand même. Je ne sais pas. C'est une tentative. Oui, mais je crois que ça vaut le coup et de pas baisser les bras. Si votre route est là, votre désir est là, votre volonté est là, continuez parce que là, c'est vrai que elle est peut-être enfermée en elle-même et que la main tendue va peut-être l'ouvrir à nouveau. Parce que quand on est très malade, on a besoin de puiser dans ses forces, on a tendance à se replier. Ça peut paraître bizarre, mais vous savez, comme un animal blessé, on dit qu'il va dans un petit coin lécher ses plaies. Un être humain, aussi terrible que ça puisse paraître pour l'entourage, quelqu'un qui est très mal dans sa maladie va avoir tendance à ne pas demander de l'aide et à l'inverse à la rejeter. Ce qui est très dur pour l'entourage. Donc pour ça, il faut que en face, on tienne le coup et puis qu'on se laisse pas démonter par le rejet, parce que le rejet est plus lié à la peur de sa faiblesse, au fait de sentir qu'on n'est plus la même personne et qu'on s'en veut et qu'on est malheureux et qu'on a honte et qu'il y a tous ces sentiments-là qui envahissent la personne malade et qui fait qu'elle met à distance quelquefois les personnes qu'elle aime le plus. Oui, parce que je me suis senti coupable
Oui, bah non, de quoi? Oui. De ce qui lui est arrivé, alors que je n'y peux rien. Non, les bien sûr que non. Ils ont dit que, bon, ok, je suis fumeur, mais son cancer de la gorge, je n'y étais pour rien. Ils m'ont dit, ça n'a rien à voir. Oui, mais peut-être que votre culpabilité, Jean-Claude, vous a empêché de faire ce que vous aviez vraiment envie de faire, qui était de garder ce contact. Peut-être que vous aussi, vous êtes du coup un petit peu mis en retrait, non? Non, c'est le respect. Oui. Le respect qu'elle m'inspire, bon, oui. Elle a une forte personnalité, bon, et j'ai du respect, bon, elle m'a demandé d'être abstrait, bon, ok. Ouais. Mais bon, Jean-Claude, pour autant, c'est quand même une difficulté, c'est de se dire, chaque moment de la vie, vous voyez, à cette heure-ci, bon, je dors pas, parce que, bon, elle me manque. Ouais. Elle me manque parce que, bon, Vous avez son portable, Jean-Claude? Oui. Ouais. Et si vous lui envoyez un petit texto? Oh, je vais faire mieux que ça, je vous dis. Oui, vous allez, mais après, je pense à toi. Sans demander, je reçois un très très joli texto vous concernant. Il s'agit de respecter la retraite tout en ouvrant son cœur, être là sans obliger, le dire, ne pas le hurler, juste le dire. Dire juste ce que vous ressentez, ou dire je fais ça, ou je suis dans telle activité, ça me fait penser à nous, ou vous voyez, une espèce des petits cailloux, hein, comme le petit pousset. Je remercie la personne qui a émis le texto. Bon, c'est plein de tendresse et plein de gentillesse. Et heureusement, il y a encore des gens qui ont cette forme de sensibilité. Oui, vous savez, il y a Jean-Claude, je reçois aussi un texto qui dit « Je suis un jeune de 15 ans et à mon âge et ma génération, peu de choses me touchent. Pourtant, votre témoignage m'a bouleversé. » Je lui souhaite un très bon avenir parce que quand on a 15 ans, on a tout à faire et il ne peut que regarder devant lui et ensuite bâtir, comme moi je l'ai fait. Oui. Bon, je l'ai fait, et puis maintenant, je suis sur la touche, mais bon, ce n'est pas un problème quand on a 15 ans, alors on a plein d'envergure. Ouais. Et puis, vous voyez, Jean-Claude, il y a un autre auditeur qui vous dit, et ça je suis aussi assez d'accord, il s'agit pour Jean-Claude d'un geste accompli pour ne pas avoir ce sentiment d'abandonner. Tout est ici affaire de symbole. C'est vrai que n'attendez pas d'elle forcément une réponse si elle n'est pas en état de la donner, mais continuez-vous votre besoin d'être en lien. Ne lâchez pas ça parce que pour vous, sinon c'est trop douloureux là vous voyez, vous faites mal et puis Cathy dit dans les situations de maladie on ne supporte pas la dépendance. Oui, moi je pense elle doit être assez en colère, assez renfermée dans sa maladie et cette petite main tendue que vous allez lui tendre un peu régulièrement comme ça que vous allez démarrer bientôt et ne la lâchez pas et elle va petit à petit un jour prendre peut-être un doigt puis un deuxième doigt et puis un jour les 5 doigts. Je vous le souhaite et je vous le souhaite Jean-Claude. Hein? C'est très gentil à vous. Oui, je vous le souhaite. Vous êtes adorable. Non, mais je vous souhaite de retrouver le bonheur avec elle et qu'elle arrive à s'ouvrir. Elle doit être en grande souffrance pour être comme ça, enfermée en elle-même. Ouais. Je le pense. Excusez-moi, j'allume une cigarette, donc ça va fouiller un peu. Mais... Moi, je peux pas fumer dans le studio, non, je plaisante. Chacun son truc. Voilà. Bon, Jean-Claude, je l'allume pas, mais par contre, je vous remercie beaucoup parce que, ça me laisse un espoir. Oui, c'est très important. C'est très important que vous continuez. Je me dis, après tout, je vais bientôt avoir 60 ans, mais il ne faut pas renoncer, comme le jeune de 15 ans qui m'encourage. Et moi, à 60 ans, j'ai peut-être encore, 8 ans, 10 ans ou 15 ans devant moi. Et je voudrais les partager encore avec cette femme, parce que c'est tellement important. Je vous le souhaite, Jean-Claude, et ne lâchez pas, parce que c'est votre désir qui va vous guider. Et ne lâchez pas votre désir, il est très important pour vivre. C'est une jolie étincelle. Bon courage à vous, Jean-Claude. Merci de nous avoir appelés. Vous m'encouragez et les auditeurs m'encouragent. Et je remercie tout le monde, toute l'équipe et aussi les auditeurs. Merci
à tout le monde. Merci à vous. Merci à vous, Jean-Claude. Bonne nuit à vous. Bonsoir. Oui, merci. Bonsoir. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Yesterday, The Beatles. Bonsoir Annie. Bonsoir. Alors Annie, vous vouliez nous, en réaction à l'histoire d'Isabelle au début de l'émission, oui. dont le mari avait perdu son travail, vous vouliez nous parler de votre gendre. Oui. Parce que moi, j'ai ce problème dans ma famille qui date maintenant de 2 ans. Et le problème, c'est que mon gendre, quand il a perdu son emploi, alors qu'il s'y attendait pas du tout, ça fait vraiment 20 ou 25 ans qu'il était chez cet employeur. Et il n'a jamais compté ses heures, donc il était pratiquement jamais porté malade parce que bon, il n'était pas malade, mais je veux dire, il n'est jamais resté, même pour une petite angine. Il appelait ses clients, il restait peut-être une fois une matinée et il rappelait ses clients pour lui dire qu'il n'était pas bien et s'il pouvait les voir à partir de 14 heures, c'est-à-dire il se mettait jamais en maladie même s'il n'était pas bien, il s'arrangeait toujours. Donc quand il a perdu son emploi, il était vraiment surpris et plus que ça. Donc ce qu'il a fait à ce moment-là, je pense qu'il avait honte, tout simplement. Alors il l'a pas dit à ma fille et il voulait pas que sa fille le sache non plus. Elle avait 12 ans à l'époque. Donc il partait le matin, il rentrait le soir. Et tous ces papiers, il le faisait à un bureau pour les cadres en ville. Oui. Et il laissait venir son courrier là-bas, mais moi je le savais. Parce qu'il me l'avait dit, comme on a de bons rapports. Alors je lui ai dit, écoutez, il faut lui dire, parce que de quoi vous avez peur, elle ne va pas vous quitter à cause de ça. Mais si vous continuez à ne pas lui dire, et qu'un jour il y aura peut-être une erreur dans l'adresse et on vous envoie les papiers à la maison... Donc, comme c'est elle qui ouvre le courrier, là, elle le saura. Oui, et qu'est-ce qu'il a dit ? Prendra mal. Oui, et vous lui avez dit ça, comment il a réagi à votre conseil ? Il a dit, je vais lui dire, mais pas tout de suite. J'ai dit, oui, mais à quoi ça sert d'attendre ? Ça faisait déjà, je ne sais plus, quelques mois. Alors, j'ai dit ça. Et là, ça fait combien de temps, maintenant ? Maintenant, ça va faire 3 ans. Et il lui a toujours pas dit, si ? Si. D'accord. Mais ça allait vers voilà. Noël, et alors il voulait pas lui dire parce que on approchait de Noël. J'ai dit, écoutez, de toute façon... Et comment ça s'est passé alors ? Mais bon, après, il lui a dit. D'accord, donc vous vouliez réagir par rapport à Isabelle en disant que c'était important d'en parler. C'est ça que vous vouliez dire, Annie ? Oui, parce que j'ai dit, de pas en avoir honte. Attendez, plus ce sera dur et plus ça risque de le prendre mal. Oui, vous avez raison. Et de toute façon, financièrement, il n'aurait pas pu tenir éternellement. Il aurait dû lui dire de toute façon. Oui. Mais sa fille qui avait 11 ans, il ne voulait pas qu'elle le sache. Parce que, vous savez, c'est un grand village là où ils habitent. Alors, il disait que si lui, il reste à la maison, les gens vont le voir comme ils ne le voyaient jamais. Parce qu'il partait tôt, il rentrait tard. Alors, il a dit, moi, je ne veux pas que tout le monde me pose des questions. Et je ne veux pas non plus répondre à des questions. J'ai dit, mais vous n'avez pas besoin de développer. Et puis, enfin bref... Après, il l'a dit, mais après, il a trouvé bon, il voulait retravailler tout de suite. Il ne voulait même pas aller à la NPE parce qu'il n'y connaissait rien à tout ça. J'ai dit, mais il faut quand même faire un dossier, ça va quand même vous procurer quelques indemnités, même si c'est pour quelques mois. Bon, après, il a trouvé des petits boulots, mais dont les patrons lui disaient qu'ils allaient le déclarer, et le temps passé, il ne le déclarait pas. Alors, il a dit, mais maintenant, il faut que vous me déclariez, sinon je ne peux pas continuer comme ça. Parce qu'en plus, il était sur la route. Donc, il aurait pu se faire arrêter parce qu'il livrait aussi des petits meubles en plus. Alors, après, il a trouvé un patron qui l'a déclaré. Mais là, c'était un autre problème. Pendant 2 mois, il a eu son chèque. Et le 3e mois, son chèque est revenu de la banque. Et la banque a appelé ma fille pour lui dire que ce chèque, cette personne n'avait plus le droit d'émettre des chèques.
Et ma fille, elle est tombée de haut. Et c'est comme ça qu'elle l'a découvert? Oui. Oui. Puis après, il lui a promis en plus, il lui a dit, je suis content de vous, vous allez vous occuper d'une de mes 3 boutiques. Mais la banquière a dit à ma fille qu'il avait effectivement 3 boutiques, mais 2 étaient déjà fermées et l'autre allait l'être. Donc le dernier chèque, elle a pas pu l'encaisser, alors elle a téléphoné. Elle a dit, écoutez, mon mari a travaillé tout le mois, si vous ne le payez pas, moi je vais voir. Donc Annie, ça prouve que vous avez été de bons conseils avec votre gendre, et voilà, donc... Oui. Mais enfin, c'est quand même les circonstances qui ont fait qu'il a été découvert, c'est pas vraiment lui qui en a parlé, en fait. Oui. Non, mais le problème, c'est que l'emploi qu'il a retrouvé, là, il travaille sur une plateforme téléphonique. Oui. Ça n'a rien à voir avec l'emploi qu'il occupait. Donc, point de vue salaire, c'est beaucoup moins. Donc, ils vont être obligés de vendre la maison parce qu'ils ont encore 3 ans de crédit à payer sur le prêt immobilier. Et la banque ne veut pas... ma fille voulait rallonger de 2-3 ans pour payer moins par mois, mais la banque n'était pas d'accord. Parce qu'ils ont eu effectivement une grosse différence de salaire. Ouais. Et donc, là, ils le traînent un petit peu, mais ils sont obligés de vendre la maison. Mais non, tout ça pour dire que dans le couple, ça a vraiment créé des problèmes. Et là, maintenant, ça va mieux? Mais bon... Ça irait mieux il devrait presque avoir un 2e boulot parce que des fois, pendant 3-4 jours, on lui dit là, pour ce mois-ci, il n'y aura plus assez de boulot, alors il doit rester à la maison, mais ces jours-là, ils ne sont pas payés. Donc, ça fait vraiment... ça fait pas une paye normale. Et ma fille, elle trouve que de l'intérim parce qu'elle est plus âgée aussi maintenant. Et bon, tout ça, non, c'est pour dire que ça crée des... Oui, que c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Oui, mais merci Annie en tout cas de nous avoir appelé pour nous dire que c'était important que tout ça se passe au grand jour. Hein. Bon, moi, j'aide un peu ma petite fille moi, je suis retraitée, donc j'ai perdu mon mari, donc je ne peux pas trop. Mais j'aide quand même ma petite fille, et ma fille, quand elle a un mois un peu dur, je l'aide aussi. Mais c'est vraiment dur. Et je trouve que ça cause des problèmes. Ben oui, je comprends. Et ça peut même séparer certains couples. Et ça peut séparer certains couples, vous avez raison. Oui. Parce que ma petite fille, elle est raisonnable, elle a très bien compris. Parce que sa mère lui a dit qu'elle ne pouvait plus lui payer ses cours d'équitation parce qu'elle faisait de l'équitation, parce que c'est relativement cher aussi. Alors elle, ce qu'elle a fait, pour pouvoir quand même faire du cheval, elle fait du bénévolat dans ce ranch maintenant. Et quand son cheval est libre, qu'il n'est pas occupé par quelqu'un, elle peut quand même faire du cheval. Donc elle fait pas mal de bénévolat maintenant. D'accord. Merci Annie pour votre réaction et bonne soirée à vous. Au revoir Annie. Merci. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Bonsoir Yannick. Alors vous aviez envie de nous parler ce soir? Oui. Oui. J'ai besoin un petit peu là. Bah oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc vous avez bien fait de nous appeler. Oui. Bah vous savez, j'ai eu un accident de voiture il y a 3 ans. Oui. Et bon, j'ai fait quand même 3 réanimations, 3 arrêts cardiaques. Et puis ce soir, ça va pas très bien. Alors, je vous écoute tous les soirs. Oui. Et puis, j'avais envie un petit peu de parler, quoi. Oui, je comprends. Voilà. Et oui, dites-moi. C'est dur, quoi. Oui, c'est dur. Votre vie a complètement basculé, Yannick? Là, ouais. Vous avez quel âge, Yannick? 29 ans. 29 ans. Ouais. Et vous êtes... Oui. Attendez, j'ai mon kit Malib, ça j'ai éteint la radio. Oui. Ça va Oui, là je vous entends bien. Oui, merci Yannick, c'est gentil à vous. Ouais. Mais j'avais besoin de parler un peu ce soir. Parce que ça me prend un peu la tête. Bah oui.
Vous êtes aidé, enfin, vous êtes entouré, il y a de la famille autour. Vous avez encore la radio allumée, non, à côté de vous, Yannick? Non? Non, j'ai pas de famille. Ah bon, parce que j'entends. Ouais. Non, vous n'avez pas de famille autour de vous? Non, j'ai plus de famille. Et vous avez des amis qui s'occupent un peu de vous? Pas beaucoup. Vous savez, les amis, oui. des amis, mais bon, hein, ouais. un peu dur. Hein. Oui, c'est dur. Même pour eux d'arriver à vous soutenir. Ils n'ont pas forcément la force, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais, je comprends. J'ai appelé quelques fois, là, dans la semaine. Oui. Et je voulais parler. Puis, oui. Bon, là, j'avais besoin de parler ce soir un petit peu. Même pas longtemps, un petit quart d'heure, mais... Oui, vous avez bien fait de nous appeler, Yannick. Et... ouais, je pense, ouais. 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 J'ai fait quand même 3 ans d'hôpital. Je suis sorti, là, le 4 juillet. Là. Ah, le 4 juillet. Ah oui. 3 ans à l'hôpital. Ouais. Et ouais. C'est vous qui conduisiez, Yannick, dans l'accident? Pardon? C'est vous qui conduisiez la voiture dans l'accident? Ouais. Ouais. Ouais, j'ai été frappé côté gauche, quoi. Oh là côté là. gauche, quoi. Ouais. Donc, j'ai une neuropathie. Oui. Une névrite optique. Oui. Je sais pas si vous savez ce que c'est, une névrite optique. Non, je sais pas. C'est le nerf qui est derrière les yeux. Oui, qui est atteint. Donc, du coup, je peux plus conduire. Ouais. Je peux plus. J'étais électrotechnicien. Et... Je m'occupais des ascenseurs. Oui. Je faisais un bon travail, j'étais bien payé. Oui. Et puis, depuis 3 ans, voilà, je suis arrêté. Je touche une allocation handicapé. Vous pourrez pas reprendre votre travail? Non. Non. Non, je vois pas assez bien. Ouais. J'ai toujours mon permis, mais je conduis pas. Ouais. C'est trop dangereux. Bah oui, je comprends bien. Non, puis là, c'est pas. Là, vous êtes encore en plein traumatisme. Là, vous êtes sorti, en fait. Oui, ça fait un peu plus d'un mois. Ouais. Il va falloir recréer toute une nouvelle vie. C'est toute une nouvelle vie à réapprendre, en fait, Yannick. Là, ça va. J'ai retrouvé un appartement. Ah, c'est bien. Ouais. Ouais. Je suis content déjà. Oui, bravo. Déjà, vous voyez, c'est un joli pas de fait. En fait, c'est... Ah ouais, ça a mis du temps. Hein. Ouais. Ça a mis du temps, hein, mais bon. J'ai des bonnes assistantes sociales et la dame de la NDPH, oui. tellement Cotorette, oui. qui s'occupe bien de moi. Parce c'est formidable. Du coup, comme je vois pas bien, oui. moi je peux pas faire mes papiers, quoi. D'accord, donc elle vient vous aider à faire les démarches et les papiers. Voilà, exactement. Oui. Exactement. Puis là, ce soir, j'ai appelé mes parents parce qu'ils sont en Espagne. Ils habitent plus en France. Ah, d'accord, ouais. Et il y a des fois quand on est vraiment déprimé, faut voilà quoi. Moi, je vous écoute tous les soirs. J'écoute Caroline Dublanche, Caroline. Oui. Veille, voilà. Sophie, et vous, Sophie. Voilà. Ben oui, ça vous fait un peu de compagnie. Ouais. Vous vous sentez moins seul. Et est-ce que vous allez être un peu aidé aussi sur le plan psy là dans les mois qui viennent? Est-ce que vous allez pouvoir vous confier, parler à quelqu'un? Des psychologues. Oui, c'est important pour vous. Psychologue, psychiatre. Oui, c'est important que vous soyez très soutenu parce que c'est très dur et douloureux ce qui vous... il y a tout à recommencer là. C'est comme je disais à votre camarade, mais je veux peut-être pas trop le dire à l'antenne, j'ai été vraiment mettre dans la tête tout à l'heure. Tellement que j'en ai marre, quoi. Ah, vous étiez au bord de plus en pouvoir, là, Yannick. Vous avez bien fait de nous appeler. Ouais, c'est pour ça. Ouais. J'ai dit à votre collègue. Ouais, vous avez très bien fait de nous appeler ce soir, Yannick. C'est important votre témoignage parce que c'est important que qu'on soit d'une part là pour vous écouter, que les auditeurs vous entendent aussi parce que parce que c'est très dur parce que c'est très dur. Oui, c'est une vie qui bascule. Malheureusement, ça tue la vie. Hein. Oui.
Non, moi, ça la tue pas parce qu'elle est encore là, mais elle est très différente. Encore en vie. Oui. Je suis encore en vie, mais bon, j'ai des barres en titane sur tout le côté gauche. Que ce soit le bras, la jambe, partout, quoi. Malheureusement. Et puis, comme j'ai fait quand même 14 jours de coma, plus l'électrochoc pour me réanimer, ça a été dur, quoi. Ouais. Mais vous avez très bien fait d'appeler, Yannick, parce que, vous voyez, là, on reçoit des appels pour vous de gens qui veulent rentrer en contact avec vous et à qui on va transmettre vos coordonnées. On va vous transmettre, leurs coordonnées, si vous souhaitez. Voilà. Et dans la libre antenne, vous voyez, ça peut créer une petite famille de soutien autour de vous pour traverser, parce que Là, vous êtes au pire moment, en fait, Yannick. Voilà, là, je suis c'est le pire, là. Bah oui. Bah oui, parce que vous vous retrouvez tout d'un coup chez vous, seul, après 3 ans d'hospitalisation. Vous avez été très entouré, très assisté. Et là, c'est toute une vie seule. Encore, je dors dans un mobil-home, là. Bah oui. Oui. Et vous aurez quand votre appartement, Yannick? Pardon? Vous aurez quand votre appartement? À la fin du mois. Ouais, donc il y a encore 15 bons jours à tenir, là, 15 jours et demi. Faut tenir. Mais faut tenir le coup, Yannick. Hein, vous nous promettez, là, à l'antenne, c'est important, vous savez. C'est pour ça que je me suis dit... Vous êtes important, oui, mais moi je vous le dis, vous êtes important, Yannick. Toutes les vies, toutes les histoires, tous les êtres humains. On est chacun très important. Ben oui. On a tous quelque chose en foi. Oui. On a tous un trajet et... Dans la religion, mais je pense que moi, le bon Dieu, il n'a pas voulu de moi. Donc, Non, Yannick. Alors, vous savez, vous pouvez accéder à Internet ou pas, Yannick? Ou quelqu'un peut vous aider? Là, pour l'instant, je peux pas, non. D'accord, mais je vais vous donner une jolie histoire de la Bible, de l'Ancien Testament, qui peut vous éclairer un petit peu votre chemin. Moi, je vois quelqu'un une dame qui vient de voir de l'aumônerie. Oui, et ça vous aide? Ah oui, elle est super gentille. Oui, parce que vous voyez, quand vous dites Dieu n'a pas voulu de moi, il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui est le livre de Job, J-O-B, et on dit c'est la partie la plus... on va dire la plus touchante ou de la plus grande souffrance dans l'histoire de la Bible, parce que c'est l'histoire de ce fameux Job qui perd tout, qui perd son troupeau, il est riche, il a un beau troupeau, des enfants, une femme, et puis en fait c'est le diable qui demande à Dieu d'éprouver sa foi, de voir si, parce que le diable dit à Dieu, c'est facile, il croit en toi parce qu'il a tout pour être heureux, mais si je lui enlève tout, tu vas voir, il va penser que t'es un méchant, il sera plus autant à tes pieds. Je crois que le bon Dieu, si vraiment il y a un bon Dieu, je sais pas trop. Allô? Oui. Mais peu importe. En fait, mais je crois qu'il veut pas de moi, et je crois que il m'a donné une force. C'est cette histoire de Job que vous lirez, quand vous aurez le temps, parce que c'est l'histoire de ce monsieur qui a tout perdu, qui pense que Dieu veut pas de lui et qui va tout retrouver dans l'histoire. Voilà, l'histoire se termine bien. C'est pour ça que je vous la conseille, parce que il comprend pas pourquoi il est abandonné, et vous êtes là aujourd'hui, Yannick. Alors c'est pas histoire d'être, je suis pas dans la religion quand je dis ça, c'est pas, on est d'accord, mais c'est simplement le fait de se demander à quoi sert sa vie. Et quelquefois, dans un parcours de vie, on dit je sers à rien parce que de toute façon, vu ce qui m'arrive, c'est pas la peine. Oui, et puis moi j'ai fait des bêtises un petit peu importantes avant. Ouais. Mais peut-être que là, c'est un peu comme une nouvelle vie qui démarre pour vous. Vous voyez, vous redémarrez. Qui redémarre, ouais. Oui, vous redémarrez. Alors c'est vrai que vous êtes brisé, cassé, abîmé, mais vous redémarrez. Mais c'est psychologiquement, c'est dur. Psychologiquement, c'est très dur.
Oui, bah oui, c'est forcément très dur. Alors, il y a Isa qui vous fait un gros bisou. Il y a Cricri qui vous dit qu'il vous comprend. Il y a Roxy qui vous dit courage. Je pense bien fort à lui, il faut tenir bon. Il y a First Lisa qui dit on lui envoie toute notre sympathie, qu'il tienne bon. Et puis, il y a Lily qui vous dit soyez plein de courage, Yannick. La vie est toujours pleine de belles choses à vivre. Il vous faudra un peu de temps. Je vous embrasse. Ouais. Et puis, je suis jeune. Hein. Bah oui. Et puis Kiwi qui vous dit toute une vie à reconstruire, mais avec une si belle voix, cela se passera bien. Courage. Votre vie compte, Yannick, autant qu'une autre. Bah oui, il n'y a pas de raison. Mais c'est pour ça que des fois je vous appelle. Bah vous faites bien. 2-3 fois dans la semaine. Oui. Parce que j'ai besoin de parler un peu. Oui. Et, c'est pas grand chose, mais. Bah si, c'est important. Les psychologues, ils nous comprennent pas. Et je sais pas, moi je vous écoute tous les soirs. Hein. Que ce soit vous. Mais n'hésitez pas, Yannick, quand ça va pas, de nous passer un petit coup de fil à l'antenne d'Europe 1, la libre antenne, parce que on est aussi là pour vous tenir un peu la main. Sibarou, Quentin ou Julie. Oui. Ouais, bien sûr. Hein je connais. Voilà. Je connais. Voilà. Bah, c'est bon de vous entendre sourire ce soir et de vous entendre rire. Merci Yannick. Ouais. Ça me fait vraiment du bien de vous avoir eu au téléphone. Eh ben c'est formidable et merci de l'avoir fait, merci de votre trou noir là d'en être sorti pour être avec nous ce soir. Et puis Asiba et Quentin vont vous donner les contacts des auditeurs. D'accord Yannick, hein? D'accord. On vous embrasse très fort tous à l'antenne. Qui me les mettent sur mon répondeur parce que moi je vois pas bien. D'accord. D'accord, il y a Quentin qui me fait oui de la tête derrière la vitre. Il a compris. D'accord. Hein? D'accord Yannick. On vous embrasse très fort. Merci beaucoup Sophie. Merci. Je vous écoute encore après. Hein. D'accord. Allez, je vous embrasse. On reste ensemble. Merci. Merci. Merci Yannick. Hein? Prenez bien soin de vous. Au revoir Yannick. Oui. Au revoir. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Sophie. Le grand soupir du plongeon à l'antenne. Oui. Brigitte, vous vouliez nous parler de votre travail en fait. Oui, de mon travail. Oui. J'ai des problèmes de santé, mais si vous voulez, c'est dû aux angoisses. Il faut que vous parliez bien dans le combiné, Brigitte, parce que je vous entends pas bien. Attendez. Ouais. Oui, je disais, j'ai des problèmes. Vous êtes très loin. Vous êtes très loin. Oui. Allô? Oui. Et là? Vous êtes beaucoup trop loin, Brigitte. Je ne sais pas ce qui se passe avec votre téléphone. Il faut que vous l'ayez à la main. Vous avez peut-être je l'ai à la main. Ah, vous l'avez à la main. Oui. Alors, je vais peut-être au salon. Là, vous m'entendez, là? Ah, on vous entend pas, Brigitte. On va essayer de rétablir la communication et de vous prendre après. Hein? À tout de suite, Brigitte. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. La scène et moi, Vanessa Paradis. Et nous avons retrouvé Brigitte, je crois, avec une meilleure liaison. Oui. Voilà, là, on vous entend. Là. Ah bah oui. Mais tout à l'heure, c'était inaudible. Hein. Voilà. Ah oui, en fait, comme je dors pas, je suis allongée. Et j'avais mon portable avec moi au lit. Alors, voilà. Voilà. Il n'aime pas le lit, le portable. Oui. Il préfère quand vous êtes debout. Il préfère quand vous êtes assise ou debout. Ouais. Bon, alors Brigitte, oui. Oui, j'appelais pour... j'ai des soucis au niveau de mon travail. Au fait, là, depuis le mois de juin, si vous voulez, je suis en arrêt maladie une semaine. Je reprends, je recommence et tout. Bon. Donc, du coup... j'ai des démangeaisons dans tout mon corps. Et plus précisément, je fais des œdèmes vaginales. Oui. Alors, j'ai été aux urgences par-ci, par-là. Et puis, on m'a dit, on va prendre une petite peau pour faire des analyses, ainsi de suite. Et avant, le gynécologue me dit, avant de le faire, je vous envoie voir un dermatologue. Oui. Donc, je vais voir la dermatologue et puis elle me dit, ah oui, je comprends ce que vous avez, c'est parce que vous êtes très, très angoissé. Oui. Vous êtes énervé, donc c'est ça le problème. Oui, souvent les maladies de peau. Hein. Oui, oui.
Donc, du coup, elle m'a prescrit les médicaments et tout. À la maison, tout va bien. Mais quand je dois recommencer, reprendre le travail, eh bien, ça repart plus belle. Là, normalement, je reprends le travail mardi. Et là, ça y est, de nouveau, vous faites une crise. Et là, ça y est, voilà, c'est reparti. Donc, c'est lié au travail. Oui, c'est lié au travail. La nuit, et qu'est-ce qui se passe au travail? C'est quoi? C'est avec les collègues? C'est le travail que vous faites? C'est quoi? Non, pas avec les collègues, c'est avec le nouveau responsable qu'on nous a mis. Oui. Depuis combien de temps? Depuis 1 an. Depuis 1 an, c'est ce nouveau responsable qui ça va pas avec lui? Moi, elle me chamboule de trop. Ah, elle vous chamboule de trop. Oui. Et vous avez pu... Bon, c'est compliqué dans l'univers du travail, mais est-ce que vous trouvez un moyen de lui parler ou Non. C'est quelqu'un avec qui on peut pas discuter. On peut pas discuter, oui. La dernière fois que je l'ai eu en ligne, parce que elle m'a envoyé aller l'autre bout de la ville pour travailler. Oui. Et moi, je prends un traitement qui est très très fort. Ça me fait dormir, si vous voulez. Oui. Je demande à ce qu'on m'accompagne. Elle m'a raccroché au nez. Alors là, ça m'a glacée. Ben oui. Et donc, du coup, si vous voulez, c'est que je suis un peu perdue là parce que je ne sais plus quoi faire, moi. Et vos collègues, ça se passe comment avec cette responsable et vos autres collègues? Alors, une partie des collègues, ça se passe bien parce qu'elle leur donne des primes. Oui. Une partie, comme nous, ça ne se passe pas bien, mais personne n'ose parler. Personne n'ose parler, oui. Voilà. Donc, moi, j'ai essayé de parler parce que, c'est qu'il y a quelque chose chez moi, c'est que je ne supporte pas, je ne sais plus comment l'expliquer. Oui. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Oui. Si vous voulez, j'ai grandi tout seul, moi. Oui. Donc, après tout ça s'est passé, ça a fait longtemps et puis c'est passé. J'ai eu à me construire avec les psychologues et tout ça. Je me suis mariée, après j'ai divorcé, j'ai mes 4 enfants avec moi. Oui. C'est que je ne supporte plus quelque chose, c'est-à-dire qu'on me traite comme un torchon, si vous voulez. Oui, bien sûr. Oui, parce que durant les 15 ans d'années communes que j'ai vécues avec mon mari, il m'a toujours traité de nul, des insultes matin, midi, soir, j'en passe. Alors j'ai essayé de mettre d'avoir tout ça sur mon dos, si vous voulez. Oui. Ne pas en parler, seulement aller en parler avec les psys et tout. Oui. Et puis ça allait mieux. Oui. Jusqu'à ce que cette dame est arrivée. Oui, et qu'elle réactive ça, ce besoin de reconnaissance. Puis vous savez, Brigitte, dans le monde du travail, on est encore plus en attente de reconnaissance de notre valeur, parce que c'est notre compétence, notre valeur qui est en cause dans notre façon de travailler, dans notre travail. Donc on est toujours un peu en attente. C'est un des besoins fondamentaux de l'être humain, qui est d'avoir ce besoin d'être reconnu dans ce qu'il fait. Et c'est très important dans l'univers du travail. Alors, quelquefois, quand on ne l'a pas et que ça se passe pas bien, comme dans votre cas, il faut être un peu malin, je dirais. Développer ouais, c'est ça. En fait, j'ai déjà fait. Oui, vous voyez ce que je veux dire quand je dis être malin, c'est-à-dire se dire moi j'ai besoin de ce boulot parce que j'ai besoin de salaire, que ça me va, et que si mon chef ou ma chef est caractériel, je fais le chat, je fais un peu le gros dos, et puis je me débrouille à faire mon boulot comme je l'entends. Tant que je me mets pas en danger et puis tant que je prends pas le risque d'être licenciée. Et ça, c'est une forme d'être un peu malin, c'est de faire une cote et puis se dire tant pis, je sais que j'ai rien à attendre de bon de cette personne. Mais effectivement, je comprends ce que vous me dites, c'est que là, du coup, ça touche à... Oui, ça me bouffe ma santé. Et puis, et puis ça réavive une plaie, finalement. Ça réavive tout ce que j'ai. D'ailleurs, c'est amusant, on parle de plaie et puis, vous voyez, vous me parlez de problème de peau, c'est à fleur de peau. Oui. En fait, c'est à fleur de peau, C'est-à-dire que quand je me gratte et que je n'arrive pas, je prends un couteau et puis je me gratte, vous voyez. Oui. Et la nuit, quand je dors, je m'étouffe. Oui. Rien que... Et Brigitte, si vous retourniez, vous disiez que vous aviez fait un travail avec un psy. Alors, est-ce que vous pourriez reprendre un petit peu de... J'ai des rendez-vous en septembre. Ah, c'est bien. Ça. Oui. Demain, je vais aller voir mon médecin généraliste parce que je ne peux pas reprendre mardi. Non, je pense pas. Ouais. Parce que au fait, si vous voulez,
je ne sais pas d'où ça vient. Votre corps veut pas, là. Il refuse. Oui, c'est ça le truc. Oui, il refuse. Et pourtant, en ce moment, elle est en vacances, la responsable. Et ça vous met pas en danger, Brigitte? Il faut évaluer le danger que vous prenez par rapport à votre travail, parce qu'il faudrait pas que vous le perdiez non plus. Donc c'est important que vous évaluiez le danger dans ce qui se passe là. Il y en a pas. Vous voyez, ça c'est important pour vous parce que ça votre corps il peut comprendre ça. C'est une façon d'envisager parce qu'il y a le conflit que vous avez avec cette personne qui est une chose et là qui est ravie avec effectivement à travailler, mais il y a aussi la personne de Brigitte qui elle d'une façon générale par rapport au travail ne doit pas se mettre en danger parce que sinon au travers de ce conflit c'est vous qui allez être mise en danger. Donc c'est important de dissocier les deux, de trier. Oui, je sais, mais je sais plus. Parce que ça fait 3 ans que je suis dans le service où je suis actuellement. Mon bureau, il est dans un couloir. Oui. Et on va te trouver la place. Ça fait 3 ans, il n'y a toujours rien. Le froid, le vent, tout. Là, mais ça il y a bien, vous savez, un comité hygiène et sécurité dans votre entreprise? Oui. Qui est déjà passé. Oui. Qui a demandé à ce qu'on m'enlève de là parce que c'est pas, c'est pas normal. Oui. Et c'est un passage pompier, quoi. Mais... Et vous avez, il faut continuer à redemander. Vous voyez, sans être contre elle, mais reprendre le CHSCT, leur dire écoutez, moi mon problème est toujours pas résolu, sans vous énerver, mais de façon vous voyez, en fait peut-être Brigitte vous pourriez vous affirmer tranquillement, laissez-la si elle est opposée à vous, laissez-la faire ce qu'elle a à faire, puis vous avez quand même dans une entreprise des instances qui sont là pour vous aider et il faut savoir les solliciter quand vous en avez besoin et dire fermement et gentiment écoutez, moi mon problème est toujours pas réglé, donc je peux pas travailler dans ces conditions-là. Oui, c'est ce que j'ai fait. Oui. Avec les syndics et tout ça. Oui. Rien n'a marché. Rien n'a marché. Non, rien. Et le médecin du travail? Alors, j'ai vu le médecin du travail qui dit, c'est vrai que c'est tous les collègues au fait. Et puis chaque personne réagit à sa façon. C'est que moi, mon problème, ce qui l'embête un peu, c'est que moi, ça me rend vraiment malade. Ça prend des proportions. Oui. Mais vous l'avez bien vu, Brigitte, c'est lié aussi à votre histoire antérieure avec votre ex-compagnon. Et vous voyez que les deux choses sont liées. Brigitte, ce qu'il faut, c'est que là, protégez-vous. Si vous pouvez vous mettre en arrêt maladie, à ce moment-là, continuez à vous soigner. Et puis, entamez très vite, dès que votre psy est prête, un travail en thérapie qui peut vous aider à débloquer la situation. D'accord ? D'accord. Oui. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage et prenez bien soin de vous et vous grattez pas trop. D'accord, oui. Bon. Bonne soirée à vous. Merci à vous, merci de nous avoir appelés. Merci, à bientôt. Eh bien voilà, on va se quitter. On arrive au bout de nos 2 heures d'émission. J'ai eu beaucoup de bonheur, comme chaque soir, à être avec vous. Et je vous souhaite une très très bonne nuit et douce nuit.